Bonjour et bienvenue à la deuxième journée du Math Engine de Potsdam 2022, édition 2022. Pour ouvrir cette deuxième journée, une présentation de Matthias Stocznik, ancien élève du lycée français de Berlin et également ancien participant à de nombreux congrès Math Engine. Matthias, c'est à toi. Merci beaucoup, M. Perrotin. Bonjour, j'espère que vous avez tous bien dormi. Je m'appelle Matthias Stocznik et j'étudie les mathématiques à la Freie Universität de Berlin. Je suis en première année et je suis très heureux de pouvoir commencer aujourd'hui avec vous cette deuxième journée de Math Engine. Le projet que je vais vous présenter a été préparé avec ma collègue Jen Gellert-Heinrichs, qui étudie la philosophie et les mathématiques à l'université Humboldt de Berlin et qui malheureusement ne peut pas être là avec nous aujourd'hui à cause d'un test positif. Jen Gellert et moi avons tous les deux été élèves du lycée français de Berlin, comme certains d'entre vous, et nous avons participé aussi à l'atelier Math Engine. Quand je repense au congrès, je me rappelle que j'arrivais rarement à comprendre tous les détails de ce qu'un groupe présentait, mais chaque projet m'apportait d'une certaine façon un intérêt pour une petite partie des maths. Et c'est pour ça que j'y suis retourné année par année. Et sans oublier, bien sûr, les nombreuses belles rencontres que j'y ai faites. Ok, donc on va commencer doucement aujourd'hui avec un sujet qui nous est sûrement familier depuis longtemps, et on va parler de nombres. Donc aujourd'hui, j'aimerais montrer que pour le mathématicien à l'esprit critique, il se pose rapidement des problèmes philosophiques, que ces problèmes philosophiques sont riches et que s'en occuper peut illuminer et aider notre pratique mathématique. Et je vais faire ça sur un exemple concret. On va s'avancer dans les nombres, peut-être jusqu'au nombre réel. Et voilà, j'espère que je pourrai vous donner une petite idée et peut-être une appréciation de la philosophie des mathématiques. En tant que mathématiciens, nous croyons à l'existence d'objets mathématiques, comme des ensembles, des fonctions, des points, des relations et des nombres. Et il semble que, d'une certaine façon au moins, l'existence de ces objets est cruciale pour la signification de nos théories. Et il semble donc très important pour nous de savoir justifier l'existence et aussi la caractériser. Est-ce le cas? Si votre voisine se déclarait sceptique et niait l'existence des nombres naturels, que pourriez-vous dire pour l'en convaincre? Bon, une approche que nous pouvons avoir quand nous tentons de justifier les nombres naturels est de s'appuyer sur l'analogie aux collections d'objets discrets. Donc je peux dire à mon voisin, j'ai 2 mains, donc le nombre de mes mains est 2, et par conséquent, les nombres existent. Bon, il existe 5 pommes, 2 poires, 6 chaises, et je comprends ce qu'elles sont, mais qu'est-ce qu'en soit alors le nombre 2 ou le nombre 6? On pourrait dire que ces nombres sont justement ce que toutes les collections de 2 objets ont en commun. Mais alors, comment désigner ce point commun de façon à ce que tout le monde peut s'y accorder? Et puis, de quels éléments parle-t-on? Qu'est-ce qu'un objet discret? Si je prends de la pâte à modeler et que je la déchire en 2, à partir de quel moment est-ce que j'ai 2 objets? Et puis, qu'est-ce qu'une collection? Est-ce que c'est un ensemble au sens mathématique? Et peut-on parler rigoureusement d'ensemble d'objets physiques? Bon, il semble qu'en liant nos concepts mathématiques au monde physique, on a ouvert une sorte de boîte de Pandore de problèmes philosophiques. Mais tout de même, il semble que chronologiquement, dans notre vie, c'est comme ça que les nombres commencent pour nous d'exister.
Un problème, cependant, que nous rencontrons dans cette approche est que nous laissons dépendre du monde physique les propriétés de nos objets mathématiques et la validité de nos théorèmes, ce qui entre en conflit avec notre idée de leur nécessité. Que nécessairement 5 plus 7 font 12 et que peu importe ce qui peut arriver dans l'univers, la somme des angles d'un triangle sera 180 degrés. Et peut-être donc que nos objets mathématiques ne sont pas justifiés par des propriétés du monde physique, mais ont une sorte d'existence indépendante dans un univers détaché, immatériel, et qui ne sont pas créés ou détruits, mais éternels et inchangeables. Cette position est populaire parmi les mathématiciens, car nous aimons croire que notre discours est objectif et indépendant de l'expérience, et qu'une preuve rigoureuse puisse rendre une proposition éternellement vraie. Et aussi parce qu'elle justifie certains principes de notre logique classique. Pourtant, le partisan de cette philosophie, défendue notamment par Platon, doit faire face à de nombreuses objections. La plus touchante peut-être est l'impossibilité de falsifier de façon empirique ou autrement l'existence d'un tel univers parallèle. Ainsi, ce platonisme fournit une caractérisation de la nature d'objets mathématiques, mais exclut toute justification. Et les mathématiques pourraient alors être appelées une sorte de religion. Et la qualité de l'existence des objets mathématiques comparée à l'existence de Dieu. De plus, cette position échoue à expliquer le succès des mathématiques dans les sciences naturelles. Si les mathématiques concernent un autre monde, pourquoi sont-elles si utiles à expliquer notre monde physique ? Et enfin, par quelle sorcellerie sommes-nous capables, nous humains, qui vivons dans le monde physique, à acquérir des connaissances de ce monde idéal et détaché? En Grèce antique, Platon était d'avis que nos âmes immortelles étaient plongées dans ce monde détaché avant notre naissance et y ont vu les idées, et que quand nous acquérons la connaissance des mathématiques, nous faisons que nous souvenir de ces choses que nous avons oubliées. Et ainsi, le rôle de nos professeurs serait de nous aider seulement à nous souvenir de choses que nous savons déjà. Bon, aujourd'hui, peut-être grâce au progrès de la science, cette vue nous laisse très sceptiques. Et si nous sommes platoniciens en ontologie, donc par rapport à la qualité de l'existence des objets, nous ne le sommes pas en épistémologie, c'est-à-dire par rapport à la façon dont nous avons accès au savoir. Une version plus récente, dont était peut-être convaincu Kurt Gödel, propose que nous possédons une intuition mathématique, une sorte de sens intérieur, qui nous permettrait de percevoir la vérité mathématique de la même façon que nos sens extérieurs nous permettraient de percevoir le monde physique. Toutes ces objections nous mènent assez naturellement vers une position alternative qui consisterait
à dire que les objets mathématiques sont des pures constructions mentales, et ce qui fournirait une explication plausible de notre accès bien mental au savoir mathématique. On appelle ce genre de position idéalisme. De ce côté, nous avons peu de problèmes à expliquer aussi le rapport des mathématiques au monde physique et les nombreuses applications des maths. La plus grande difficulté pour l'idéaliste est de concilier ses conceptions de la vérité et des objets mathématiques avec les mathématiques telles qu'elles sont pratiquées dans le monde. Par exemple, les mathématiciens font souvent des preuves d'existence qui ne fournissent pas des exemples. Un exemple venant de l'analyse serait le théorème que toute fonction continue prend ses valeurs intermédiaires. Pour l'idéaliste, il est difficile de justifier que cette valeur intermédiaire existe si elle est une construction de notre esprit, si nous ne pouvons pas dire exactement laquelle elle est. De plus, à strictement parler pour l'idéaliste, nous avons tout d'abord nos propres versions des structures mathématiques. Chacun aurait alors ses propres nombres naturels, ses propres nombres réels, ses propres fonctions continues. Bon. S'il y a tellement de doutes sur les fondements des mathématiques, comment est-ce qu'on peut continuer à prétendre que nos théorèmes ont quelque validité? Pour ça, les mathématiciens aiment bien réduire leur demande à un ensemble minimal d'axiomes qu'ils vont postuler, et ils vont laisser le reste des problèmes aux philosophes. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler, je vous propose d'axiomatiser ensemble les nombres naturels. Au XIXe siècle, les recherches de Grassmann et de Peano ont culminé par une axiomatisation suivante. On commence par demander deux constantes. Une constante qu'on appelle 0 et une constante qu'on va appeler S, qui est une fonction. Et puis, on va demander trois propriétés. Premièrement, on aimerait... la fonction S, c'est la fonction successeur, et elle capture notre intuition que pour chaque nombre, il y a un nombre qui suit. Et ok, donc on va demander trois propriétés pour ces deux constantes. Premièrement, on aimerait que pour tout objet de notre théorie, le successeur de cet objet ne soit pas 0. Bon, ok. Ensuite, ici, l'intuition nous quitte peut-être. Nous allons demander que si deux nombres, les deux objets de notre théorie ont le même successeur, alors on est parti du même objet. Ou... Ah oui, bien sûr. Donc, ici, cet axiome contient le symbole pour tout n. C'est un A renversé. Et il signifie que si on prend n'importe quel objet de notre théorie et qu'on l'appelle n, alors ce qui suit dans la proposition va être valide pour cet objet. Voilà. Et pour notre deuxième axiome,
Une autre façon de le voir est de dire que si on parle de deux objets différents, on ne peut pas obtenir le même successeur. OK. Et OK. Et le troisième axiome qu'on va demander, c'est l'axiome d'induction qui nous permet de faire des preuves par induction et qui nous dit que pour toute propriété P des objets de notre théorie, si la propriété est vérifiée pour 0 et que pour tout objet qui vérifie la propriété, son successeur aussi vérifie la propriété, alors nous sommes capables d'en conclure que tous les objets de notre théorie vérifient la propriété. Pour justifier ce choix d'axiome, je vous propose de prouver ensemble que l'addition est commutative. OK. En utilisant notre fonction successeur, nous pouvons définir inductivement. Ah oui. Voilà. Oui, c'est mieux. OK. Donc, dans cette théorie, nous pourrons définir l'addition de la façon suivante. L'addition serait une fonction qui associe à deux nombres naturels leur somme. Et en utilisant notre axiome d'induction, nous pouvons la définir comme suit. D'abord, nous voulons que k plus 0 fasse simplement k. Et nous voulons que k plus le successeur d'un nombre n soit le successeur de k plus n. Ici, k plus n est déjà défini, c'est notre hypothèse d'induction. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le prouver jusqu'à la fin. Pardon? Ah, ok. Bon. D'accord. Donc d'abord, je vous propose de prouver que pour tout nombre n, on est 0 plus n égale n. Parce que notre définition nous donne seulement que n plus 0 est égal à n, mais qu'en est-il de 0 plus n? Donc on va prouver ça par induction. Notre initialisation, c'est 0 plus 0. Et ça fait 0, par définition. Et on voit que, du coup, notre théorème est vérifié pour 0. Ensuite, pour l'étape d'induction, on va supposer que il y ait un certain cas qui vérifie notre théorème. Donc, on va supposer que 0 plus k est égal à k.
Et maintenant, on va chercher à prouver que 0 plus le successeur de k est égal au successeur de k. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, 0 plus le successeur de k est égal à, par définition, le successeur de 0 plus k. Or, nous avons déjà prouvé que 0 plus k est égal à k. Donc, nous pouvons substituer ici et nous obtenons le successeur de k, ce qui était ce que nous voulions prouver. Bon, et du coup, à cause de notre axiome d'induction, nous avons prouvé ce théorème. Deuxième théorème. Nous voulons maintenant rendre la définition de notre addition un peu plus symétrique en disant que non seulement k plus le successeur de n est égal au successeur de k plus n, mais aussi le successeur de k plus n est égal au successeur de k plus n. Bon, et nous allons faire ça par induction. Ok. Donc, déjà, on va choisir un nombre arbitraire de notre théorie qu'on va appeler m. Et on va vérifier que si m égale 0, alors notre théorème est bien vérifié. Eh bien, ici, on a que le successeur de n plus 0, par définition, est égal au successeur de n, ce qui est bien le successeur de n plus 0. Bon. Et pour notre étape d'induction, on va supposer que le théorème est vérifié pour un certain m. Et on va maintenant prouver qu'il est vérifié aussi pour le successeur de n. Donc ici, on applique notre définition. Et maintenant, nous pourrons utiliser notre hypothèse d'induction qui nous dit que le successeur de n plus n est égal au successeur de n plus n. Donc on substitue ici à l'intérieur de notre parenthèse. Maintenant, on utilise la définition de l'équation. Et voilà, je pense qu'on a fini. Voilà, donc maintenant on a prouvé notre théorème pour le successeur de n. Et du coup, par induction, notre théorème est vrai pour tous les n et n. Bon. Et maintenant, on peut finalement prouver que l'addition est commutative.
Donc, on va faire ça par induction. On va commencer par prendre un objet arbitraire, n, de notre théorie. Et on va commencer par vérifier que le théorème est bien valide pour n et 0. Donc ici, on a bien n plus 0 égale n par définition. Et à cause de notre premier théorème, c'est égal à 0 plus n, ce qui est notre initialisation. Ensuite, on va supposer que notre théorème est vérifié pour un certain m. Et on va démontrer qu'il s'ensuit que le théorème est bien valide pour le successeur de n. Donc ici, j'écris n plus le successeur de m, et j'aimerais montrer que c'est bien le successeur de m plus n. Donc, je commence par appliquer la définition. Ensuite, j'utilise mon hypothèse d'induction. Pour substituer à l'intérieur de ma parenthèse. Et enfin, j'utilise mon deuxième théorème pour constater que on a bien le successeur de n plus n. Et du coup, à cause de notre axiome d'induction, il suit de ces deux propositions que notre théorème est bien vérifié pour tous les n et n. OK. Eh bien, vous pourrez maintenant me dire que je n'ai fait que montrer quelque chose qui était évident dès le départ. Et bien sûr, maintenant, notre idéaliste et notre platonicien vont interpréter ce que j'ai fait de façon différente. Le premier dira que j'ai trouvé quelques propriétés de nos objets éternels qui existent indépendamment de nous, et j'en ai déduit d'autres choses que peut-être je ne savais pas encore, où j'ai montré comment des choses que je savais déjà peuvent être prouvées à partir de ça. Mais l'idéaliste nous dira que non. Je suis parti de quelques idées et j'ai montré comment je pouvais construire d'autres théorèmes à partir de ça. Et c'est seulement à travers notre construction que ces choses deviennent vraies. L'avantage de notre méthode axiomatique est que même si notre idéaliste et notre platonicien ont des conceptions et des interprétations différentes de ce qu'on fait, au moins ils peuvent tous les deux être d'accord que ce qu'on fait est bien certain. Voilà, nous avons mis maintenant l'arithmétique sur une base stable. Et pour les pythagoriciens, nous avons ainsi mis toutes les mathématiques sur une base stable, car selon les pythagoriciens, tout est fait de nombres. Mais est-ce que peut-être vous avez déjà rencontré en cours de maths une limitation de l'arithmétique et peut-être une longueur géométrique qui ne peut pas être exprimée en tant que relation de nombres? Oui, très bien. Merci. Donc, les pythagoriciens ont très vite vu qu'en géométrie, leur théorie ne les menait pas très loin. Et en fait, quand ils considéraient un objet géométrique très simple, un carré, de côté A,
il n'avait déjà pas de moyen d'exprimer le rapport entre son côté et sa diagonale en tant que relation de nombre. Pourquoi? Parce que, selon le théorème de Pythagore, si il existe une fraction, selon le théorème de Pythagore, on aurait a au carré plus a au carré est égal à b au carré, n'est-ce pas? Dans ce triangle rectangle. Or, si a et b sont des nombres naturels, alors on obtient rapidement une contradiction. Et j'aime bien voir ce théorème en me servant de la décomposition en facteur premier, car si on décompose en facteur premier ici des deux côtés de notre égalité, alors on voit bien que le nombre de fois où 2 va apparaître dans la décomposition en facteur premier de notre côté gauche doit être impair, et le nombre de fois où il apparaît du côté droit doit nécessairement être pair. Ok. Et ce théorème, à l'école, on l'appelle souvent la preuve que la racine carrée de 2 est irrationnelle. Mais en fait, est-ce que ce théorème nous dit quoi que ce soit sur le fait qu'il existe un nombre qui, élevé au carré, fait 2? Nous avons interprété ce théorème comme un théorème d'existence, alors qu'en soi, il ne fait que montrer une inexistence. Et historiquement, c'est aussi comme ça que les pythagoriciens ont commencé par l'interpréter. Ils ont réagi en assassinant leurs membres, mais plus tard, même 300 ans plus tard, Euclide, dans son axiomatisation de la géométrie et de l'arithmétique, a gardé une arithmétique séparée des segments. En fait, pour eux, ce théorème montrait une différence fondamentale entre l'arithmétique et la géométrie, et le fait que les rapports entre segments ne correspondaient pas toujours à des nombres, ou ce que eux appelaient des nombres. Donc, Euclide, pour additionner deux longueurs, avait une arithmétique séparée de l'arithmétique des nombres, et il additionnait deux segments de longueur en joignant deux segments de ces longueurs. Donc, pour faire la somme de A et B, je prends un segment de longueur A et un segment de longueur B, et j'observe la longueur du segment qui en résulte. Et pour la multiplication, alors, eh bien, je prends un rectangle, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'a fait Euclide. Mais alors, un problème qui se pose est que si nous avons un produit de deux longueurs et que nous voulons ajouter une troisième longueur, on a un problème. Et c'était pendant très longtemps, en fait pendant 1800 ans, une grande limitation de notre calcul des longueurs. Jusqu'à ce que Descartes innove ce calcul en utilisant un théorème que vous avez sûrement appris, le théorème de Thalès.
Descartes, au XVIIe siècle, trouve une façon de trouver un segment dont la longueur est le produit des longueurs de nos deux segments. Pour ce faire, je prends un segment d'une longueur de référence que je vais appeler 1 et je le rallonge pour former un segment de longueur A, où je le rétrécis. Ou disons X. Et ensuite, je vais former un triangle rectangle de telle façon que son hypoténuse fasse la longueur Y, la deuxième longueur que nous souhaitons multiplier. Maintenant, nous allons rallonger cette hypoténuse jusqu'à ce qu'on se trouve au-dessus du dernier point. Je vais le lever. Et Descartes prétendait que la longueur OD était le produit de nos longueurs X et Y. Est-ce qu'on peut le prouver? Selon le théorème de Thalès, on a X sur 1 est égal à OD sur Y. Ce qui nous fait bien OD est égal à XY. Merci Descartes. Mais alors, comment justifier que nous ayons un concept de nombre réel et que nous les appelons bien nombres? Une façon de le faire serait de dire que nos nombres réels sont simplement les rapports entre segments. Mais alors, comment est-ce que nous pouvons caractériser les longueurs de nos segments? Il semble que nous avons seulement déplacé notre problème vers une axiomatisation de la géométrie. Une autre façon de le faire serait de dire que, de constater que ici, nous avons une façon d'approximer le rapport de A et B de façon infiniment précise, et que c'est ce processus d'approximation qui détermine de quel nombre on parle. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais comme vous voyez, dès qu'on commence à s'interroger un peu sur les fondements de nos disciplines, on voit qu'on a plein d'idées qui ne sont pas si faciles à concilier. Et j'espère avoir pu vous inspirer à demander peut-être une fois de plus en cours de maths, mais pourquoi en fait? Merci. Et je vous invite chaleureusement à rester en contact avec moi et avec ma collègue, et qui d'ailleurs va être là à la pause pour vous parler si vous avez des questions. Voilà. Si. Une question, Daniel. Mais c'est plus sur la première partie de l'économie. Je ne sais pas exactement si c'est adéquat, mais je crois qu'une des théories de l'idéalisme, c'était que donc, chaque chose mathématique est propre à chacun, donc que chacun a sa propre fonction, ses propres chiffres. Mais du coup, si c'est propre à chaque individu, est-ce qu'on peut toujours dire que c'est universel?
Et comme les maths c'est universel, eh bien ça contredit un peu, ça contredit. Ouais, exactement. Ben, ça c'est un gros problème pour l'idéaliste de dire en quoi, en fait, qu'est-ce qui fait que nous ayons un discours mathématique qui est objectif et comment est-ce qu'on peut savoir qu'on parle des mêmes choses. Et une approche, ce serait de dire que les nombres sont un peu des... c'est en communiquant et en parlant de maths que nos nombres se normalisent et deviennent les mêmes, et que c'est un peu au même sens que des objets de fiction en littérature, que ces objets mathématiques sont des espèces d'objets culturels partagés. Et j'ai une deuxième question par rapport à Platon, du coup. Je crois que c'est Platon qui avait dit que les maths, c'est un savoir que tout le monde a, puisque quelque chose est inné. Et du coup, si c'est inné, pourquoi il y a des personnes qui se récupèrent en mathématiques et pourquoi on a besoin de faire des recherches puisque c'est inné et qu'on n'a pas le temps de le trouver puisqu'on l'a déjà fait. Oui, donc selon Platon, en fait, il dirait simplement que se souvenir est difficile. Oui, mais voilà, tu fais une bonne objection quand tu dis que ça semble un peu contredire nos idées scientifiques. Et si on se pose un peu la question, est-ce que peut-être il y a d'autres intelligences qui seraient capables de saisir les maths? Surtout la physique, la science est base surtout sur la contingence, alors que là, Platon dit que c'est complètement inné et c'est un savoir. Mais c'est pas très grave. Merci pour ta question. Oui. Vous avez dit qu'on pouvait approximer aussi précisément qu'on veut la singularité, par exemple. Mais juste comment Comment Ok. On peut tracer dans les rationnels la fonction Q au carré. Et ici c'est 1, ici c'est 2. Et notre but c'est de... Bon, ici on n'a pas vraiment un point. On n'a pas vraiment un point qui correspond à une intersection, n'est-ce pas? Parce que sinon on aurait un rationnel qui au carré fait 2. Mais on peut par exemple voir que si on prend 2 au carré, c'est clairement plus. Et si on prend 0 au carré, c'est clairement moins. Et après, on peut, à chaque fois, on peut, donc ici, on commence ici. Et après, on procède par dissection, donc on coupe en deux et on regarde, comme la fonction elle est strictement croissante, on regarde est-ce qu'on est après ou avant ce point où notre carré fait 2. Et on procède comme ça. Et après, on est peut-être après. Et on va voir que la distance entre les intervalles est de plus en plus petite. Et c'est comme ça qu'on prouve que... En fait, c'est pas juste qu'elle est de plus en plus petite, mais elle devient arbitrairement petite. Donc aussi petite qu'on veut. Oui. On a des étapes, c'est-à-dire qu'on répète pour avoir un encadrement de plus en plus précis. Est-ce qu'il y a une manière arithmétique, juste avec des nombres, de calculer peut-être du savoir infini, quelque chose comme ça, c'est une bonne question. Mais c'est en soi... la distinction que tu essayes de faire, elle est peut-être pas si importante, tu vois, parce que si tu veux, tu peux voir tes paires de tes deux bornes et tu as une itération d'une fonction, et quand tu fais une somme infinie, tu itères juste un processus d'addition. C'est assez similaire, ouais.
Merci. Ah, encore une question? Une petite question, parce que donc, on avait ces axiomes et il disait, donc on prend ces axiomes et les axiomes, c'est laissé aux philosophes pour justifier. Mais si de toute manière je laisse aux philosophes de justifier, pourquoi je ne prends pas des axiomes qui sont plus intuitifs? Pour moi, la mission, elle est déjà quantitative. Pourquoi je ne peux pas prendre ça comme pourquoi je rends ma vie difficile à prendre des trucs Ah oui, c'est une très bonne question. En soi, une raison peut-être de le faire, c'est parce que on veut rendre la vie simple aux philosophes aussi, et que nous avons des bons outils mathématiques pour prouver ces théorèmes de commutativité. Mais une autre raison peut-être, c'est que on veut aussi être sûr que nos axiomes ne sont pas contradictoires. Et plus on prend d'axiomes, plus on augmente le risque qu'il y a déjà une contradiction dans notre axiome et que notre théorie en fait est triviale parce qu'on arrive à prouver tout ce qu'on veut. Merci.